Une prise en charge médicale des troubles mentaux. Alors ça peut paraître, évidemment, quand on dit asile, ça peut paraître une extraordinaire, je dirais, immédiatement un caractère extrêmement répressif. Il n'en demeure pas moins qu'en 1838, c'est une avancée. C'est d'abord, à un moment donné, un lieu spécifique pour un certain nombre de personnes. Alors, là, je dirais que ces lieux-là, dans tous les départements, ont accueilli, en fait, interné toutes les personnes qui, d'une certaine manière, produisaient du trouble social, d'abord. Mais que c'est quand même, malgré tout, ce n'est pas le grand renfermement dont Michel Foucault avait longuement parlé, c'est-à-dire c'est un moment de distinction, de médicalisation, comme il le disait lui-même. Donc ça c'est une première chose que je voulais dire, 1838, et puis on va se retrouver évidemment en 1938, un siècle plus tard. Alors Saint-Alban, d'abord ça n'est pas... Saint-Alban n'a pas fermé. Saint-Alban est encore une institution psychiatrique. Et Saint-Alban, c'est un peu, vous savez, c'est un peu comme le Larzac. On dit Saint-Alban, le Larzac, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Bon, Saint-Alban, c'est un hôpital qui est dans un village de Lozère. On aura évidemment des figures, je dirais des grands visages. Moi, je vais, parce que c'est mon travail et c'est comme ça que j'entends une certaine écriture de l'histoire, je vais parler des anonymes. Je vais parler de toutes ces populations qui vont se retrouver à Saint-Alban et qui vont, en fait, créer aussi ce moment de la guerre et ce fameux croisement si singulier qu'a pu être ce lieu-là. Populations qui viennent d'abord d'Alsace. Hein, dès 1939, dès le début de la guerre, les psychiatres d'Alsace décident d'envoyer leurs patients à Saint-Alban pour les protéger. Et d'ailleurs, il y a des courriers où on a tout un... Ils s'inquiètent du sort de leurs patients et ils disent au médecin d'alors, qui est un médecin qui n'est pas forcément, on va voir que politiquement il est très loin de la figure centrale de Saint-Alban que sera Toscaïès. C'est plutôt disons un médecin à droite et ils ont des échanges voilà, les médecins d'Alsace disent écoutez, ils ont l'habitude d'avoir pour Noël des colis, est-ce qu'ils ont bien eu leurs colis, etc., etc. On fait toujours une soirée. Bon. Donc il y a cette population-là qui est d'Alsace, donc des Alsaciens, hein, parce que c'était le statut des Espagnols, des réfugiés espagnols de la guerre qui étaient dans des camps, et on lui dit bah, sortez-moi cet Espagnol, ce Catalan républicain, un art républicain, et hop, on va voir ce qu'il va faire ce type-là. J'en ai besoin, j'ai besoin de bras. Et c'est intéressant parce que Toscaïès, si certains d'entre vous, malheureusement, on ne peut pas voir d'image. Il y a deux films où il apparaît, il y a deux grands films qui sont des films d'un cinéaste qui est Mario Ruspoli. Et c'est vrai que ce matin, j'ai re-regardé ces films parce que ce sont deux films qui, un qui s'appelle Les Inconnus de la Terre et l'autre Regard sur la folie, et qui date de 1961. 1961, on y reviendra, c'est un moment exceptionnel pour l'histoire de la psychiatrie. Mais bref, Toscaïès, donc, là, l'histoire mondiale croise l'histoire de la psychiatrie. Se retrouve dans cet hôpital avec donc un Toscaïès qui ne parle pas français. Et d'ailleurs, on se demande comment ça a marché, cette histoire, parce que chacun parlait dans des langues différentes. Et puis dans cette institution vont venir se cacher un certain nombre de gens, certains très engagés dans le maquis, comme Canguilhem, le philosophe,
vous parler, dans mon souvenir, Georges Canguilhem, Georges Canguilhem, c'est un philosophe des sciences qui, pour vous donner une filiation, sera le directeur de thèse de Michel Foucault, qui écrira et publiera en 1961 Histoire de la folie à l'âge classique. Donc là va s'inventer quelque chose qui va prendre un peu plus tard le nom de psychothérapie institutionnelle. On y reviendra. Je voudrais juste dire que cette tradition d'accueil de Saint-Alban, à la fois un accueil contraint, puisque en somme, ces patients, on oublie toujours qu'au moment des guerres, au moment des conflits, en fait, il y a toujours des déplacements de population, et les déplacements de population les plus silencieux de notre histoire et de nos mémoires, ce sont les déplacements des malades. Et là, effectivement, pendant la guerre, pour avoir travaillé à un moment donné longuement sur les archives de l'asile de Picauville dans la Manche, eh bien, l'hôpital de Picauville a été pris sous les bombes du débarquement allié et complètement bombardé, et un certain nombre de patients sont morts, bombardés par les Alliés, parce qu'ils étaient dans la Manche, ils étaient à 10 km de Sainte-Mère-l'Église. Donc c'est ça qui est assez toujours intéressant, c'est comment les acteurs de l'histoire croisent aussi ceux qu'on a voulu exclure de l'histoire et ceux qu'on exclut de l'histoire, puisque en somme l'histoire de la psychiatrie elle a surtout été faite par les médecins et très peu par, je dirais, très peu par les principaux acteurs de cette histoire, à savoir les personnes internées. Alors je dirais juste un mot avant de finir, c'est quoi la grande invention de Saint-Alban et c'est quoi la grande invention de Toscaïès, qui a expérimenté déjà des choses sur le front républicain, enfin, face à Franco, parce que les gamins qui se battent là, ils se retrouvent dans des situations psychiques très dures, donc il invente des dispositifs d'accueil, et à Saint-Alban, ce qui va porter, c'est ce qui deviendra Trait d'Union, c'est-à-dire le journal de l'hôpital, un journal qui tous les samedis est élaboré. Et ça permet de faire un trait d'union avec, évidemment, avec l'écrivain qui est Didier Daninx, et d'insister peut-être sur cette importance de l'écriture par les malades, et de l'importance de cette parole qui est inscrite et qui sera vraiment continue. Je voudrais finir ce tout petit tour d'horizon entre les croisements des histoires, celle de la psychiatrie et celle, disons, de l'histoire mondiale. C'est que après-guerre viendront plusieurs personnalités très importantes de l'histoire de la psychiatrie, et il y en a une qui fait son stage à Saint-Alban, et donc j'ai vu encore le livre, l'un des très grands livres sur une des tables, c'est Frantz Fanon. Frantz Fanon passera et fera un stage à Saint-Alban. Donc autant dire que Saint-Alban et Frantz Fanon, je le dis pour ceux qui ne le savent pas, il n'y a aucun problème à ne pas le savoir, Frantz Fanon est un Antillais, psychiatre antillais, qui décide, après avoir lutté autour de la question des indépendances aux Antilles et dans la Caraïbe, décide d'aller rejoindre le front algérien, et décide de combattre auprès des autres damnés de la terre que sont les Algériens. Et il va écrire ce livre fondateur qui s'appelle Les damnés de la terre, et puis un livre d'une extrême actualité, peau noire, masque blanc. Donc, et qui était vraiment un livre autour de cette question de qu'est-ce qu'être psychiatre, et en même temps, qu'est-ce que résister à une forme d'ordre politique, et donc résister comme psychiatre. Et c'est bien de cela dont il est question, me semble-t-il, c'est-à-dire ces médecins et cette psychothérapie institutionnelle
ce n'est pas l'antipsychiatrie, c'est bien au sein de l'institution comment accompagner, vivre avec les personnes considérées comme troublant l'ordre public. Conditions extrêmement rudes, et vous avez rappelé que ce lieu est devenu un creuset, vraiment où se croisent des gens. Et lorsque nous nous sommes rencontrés en décembre pour parler de cette rencontre, vous avez, de manière tout à fait pertinente, dit ce lieu improbable. Voilà. Il y a quelque chose là-dedans, du ressort de la rencontre, avec des gens exceptionnels. Tosquelles est une personne exceptionnelle. Vous avez évoqué sa trajectoire, hein. Il vient... Voilà, c'est un Catalan, anarchiste catalan, voilà, qui s'est battu sur le front d'Aragon, qui est venu en France. On va le chercher effectivement. Alors, Tosquelles est quelqu'un qui est devenu psychiatre, qui a passé son bac à 15 ans et qui est devenu psychiatre très jeune. Dans cette Barcelone qu'on appelait la Petite Vienne. Beaucoup de réfugiés d'Europe centrale sont venus à Barcelone, etc. Là aussi, l'importance de la langue. Et alors, vous parliez des films, c'est dommage de ne pas entendre la voix de Tosquelles. C'était quelqu'un qui avait une voix, il avait une respiration, etc. Et je crois que rien qu'à l'entendre, on est formé à l'écoute. Et il disait que, voilà, et vous avez raison de souligner l'importance de la langue, de ce qui s'est joué à Saint-Alban autour de tout ça, de tous ces gens, en fait, qui parlaient des langues étrangères et qui se retrouvent là pour créer quelque chose ensemble. Donc, voilà, et Tosquelles va donc arriver à Saint-Alban en janvier 40. Je crois que c'est déjà Bonafé qui est directeur de l'hôpital, à la suite donc de Balvet. Mais là encore, hein, Saint-Alban et tout le courant de la psychothérapie institutionnelle qui sera nommé tel ensuite, c'est un long mouvement aussi. Hein. Balvet parlait à petite vitesse, s'est mis des choses en place. Et quelque chose qui a été aussi catalyseur, c'est qu'avant la guerre, il y a eu une épidémie de typhoïde. Et ben, les malades sont allés travailler pour remplacer, justement, vous avez très justement rappelé que c'est un endroit agricole, et ben, les malades sont sortis de l'hôpital pour aller travailler et remplacer plus malades qu'eux. Et ça produit des effets. Et voilà, voilà, les portes ont commencé aussi à s'ouvrir de ce côté-là. Donc, alors en 43, donc on passe quelques années, et en 43 arrive donc un certain nombre de personnages dont vous allez vous parler Didier de Nantz. Mais avant qu'on franchisse les portes de Saint-Alban, peut-être que vous pourriez nous dire comment est née cette idée de ce livre, et que je voudrais rappeler que vous avez dédié à votre oncle Jojo. Voilà. Peut-être... Non, l'idée du livre, c'est une rencontre, parce que le livre, c'est un livre basé sur les rencontres. Donc la première rencontre, c'était quelqu'un qui continue le sillon d'un éditeur de la Résistance, Pierre Segers. Pierre Segers, avec toute la voix qu'il a portée des poètes, des chanteurs, des voix dissonantes. Et il y a Bruno Toussaint, qui est à côté de moi, qui a été un des derniers collaborateurs de Pierre Segers et qui, après la disparition de Pierre Segers et des éditions de Pierre Segers, a décidé de recréer un espace d'expression poétique. Et donc il a publié des dizaines et des dizaines de recueils de poésie, d'anthologie. Et à un moment, il a eu l'idée avec Muriel Zac, qui travaille avec lui, de créer un espace d'expression à l'intérieur de sa maison d'édition
où il ferait appel à des écrivains qui raconteraient des moments où des poètes sont rentrés en collision avec l'histoire. À chaque fois qu'il y a une dictature, un régime autoritaire, on le voit actuellement, par exemple en Turquie, une des premières personnes qui est dans le viseur, c'est une femme écrivain qui s'appelle Erdogan, comme le dictateur turc. Mais quand on regarde dans l'histoire de la poésie, à chaque fois, on parlait de l'Espagne, aussitôt dès l'ouverture du massacre en Espagne, il y a la figure emblématique de Federico García Lorca, et donc on pourrait multiplier les exemples. Et donc on discutait, il m'avait dit, bon, j'aimerais bien que tu écrives le premier volume de cette collection. Et il me dit, est-ce que tu as un poète en tête? Et moi, il y avait un poète qui m'intriguait, qui était Paul Éluard. Donc c'est démarré de cette manière-là, une rencontre. Moi, j'ai une rencontre avec Paul Éluard. Tout simplement, il est né à Saint-Denis et moi aussi. Donc on est pays. Et puis, les hasards de l'histoire font que mon grand-père, juste après la guerre de 14, a acheté un terrain. Le père de Paul Éluard lotissait des terrains. Il a acheté un terrain au quartier du Globe, dans un lotissement, à Clément Grindel, qui était le père de Paul Éluard. Donc voilà, il y a un terrain, et sur ce terrain où j'ai été élevé, où mon grand-père a construit une bicoque, j'ai été élevé avec un oncle qui était fou, à qui est dédié ce livre. Donc on a Paul Éluard, on a le thème de la folie, et Paul Éluard, un des textes qui m'a le plus bouleversé dans l'œuvre de Paul Éluard, ça s'appelle « Souvenir de la Maison des Faux ». Et ce sont 6 portraits de femmes aliénées, plus un texte déchirant sur le cimetière des fous. Et ça, en fin de compte, ces femmes aliénées sont des femmes que Paul Éluard a rencontrées à Saint-Alban. Et il a dressé des portraits poétiques qui disent des choses quand on connaît l'histoire de Saint-Alban et la période historique de la guerre. D'un seul coup, quand on interroge les mots d'Éluard, une partie oubliée de notre histoire nous saute véritablement à la figure. Et donc, j'ai commencé à tirer ce fil. Moi, je ne connaissais pas l'histoire de Saint-Alban quand j'ai répondu à Bruno Rousset que j'allais écrire sur Paul Éluard. Et en tirant le fil, je me suis aperçu de ce que tout le monde savait, c'est que Paul Éluard, avec sa femme Nouche, a passé un peu plus de 4 mois dans un hôpital psychiatrique, Saint-Alban. Et pourquoi Paul Éluard s'est retrouvé planqué en hôpital psychiatrique? Quelques temps auparavant, il a commis une imprudence, il a signé un poème essentiel de notre histoire qui s'appelle « Liberté ». Et ce poème, il l'a signé de son nom, alors qu'il usait d'une série de pseudos. Et ce qui fait que Paul Éluard, qui était un des créateurs des éditions de Minuit quand même, et donc qui a déjà une activité de résistant qui le met très très en danger, d'un seul coup, le poème Liberté va être diffusé en même temps que les armes qui sont parachutées sur les maquis. Il va y avoir des dizaines de milliers d'exemplaires du poème qui vont être lâchés par les forteresses volantes, par les avions et tout. Et donc ce poème est un acte politique, un acte de résistance extraordinaire. Et donc la police française et la Gestapo sont sur les traces de Paul Éluard. Il va prendre 5-6 planques. Il va arriver à Clermont-Ferrand, où il y a un réseau de résistance qui est dirigé par un des traducteurs, le premier traducteur de Federico García Lorca, qui s'appelle Louis Parrot. Et Louis Parrot va l'envoyer ainsi que Nouche à l'hôpital de Saint-Alban. Et dans cet hôpital de Saint-Alban, donc, il va se planquer avec toute une série de gens, énormément de scientifiques, de médecins, de biologistes juifs qui sont destinés par les nazis aux chambres à gaz, qui vont sauver leur vie grâce à cet hôpital. Et l'hôpital est dirigé, on en a parlé, par Toscaïès, donc qui est un anarchiste, mais qui est aussi marxiste, anti-stalinien. Donc il a été dans un parti qui est un parti qui est assez caractéristique, qui est anti-marxiste, marxiste, anti-stalinien et anarchiste, qui s'appelle le POUM. Et il a toute une expérience, il a lu les textes de Lacan et tout. Il arrive dans ce camp de concentration de Sepfond, à côté de Montauban, d'où il va être tiré, et il va être mis à Saint-Alban
comme infirmier, faisant office de psychiatre, et il ne peut être payé par la République française, et donc il est payé par le seul pays qui reconnaît encore l'Espagne républicaine, qui est le Mexique. Et donc il se retrouve là, et le directeur est Lucien Bonafé, et Lucien Bonafé, lui, est au contraire un bolchevique, un communiste de cette époque, mais un communiste curieux, parce qu'avant d'arriver à Saint-Alban, dont son grand-père a été directeur pendant la guerre de 14-18, et où il a passé des vacances, donc gamin, il a connu cet hôpital. Il est passé par une expérience à Toulouse où il fait ses études, il s'intéresse au cinéma, et il monte un ciné-club d'étudiants à Toulouse, et il va chercher les films interdits de l'époque, qui étaient les films de Buñuel, de Salvatore Dali, les films comme Potemkin, et il va tomber sur la personne qui dirige le ciné-club, qui s'appelle Madame Autant-Lara, la mère du cinéaste, qui a bien commencé et beaucoup plus mal fini. Et cette dame va tomber en amitié pour Lucien Bonafé, et elle va le présenter à ses amis, et ses amis s'appellent Buñuel, Salvatore Dali, André Breton, et ainsi de suite. Et donc, c'est un communiste surréaliste, et qui crée un groupe surréaliste à Toulouse dans les années 20. Et il va se retrouver directeur de Saint-Alban avec Tosquelles, avec qui ils vont former un couple fusionnel et antagoniste. Donc il y a les deux en même temps, et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire que le fait de devoir sauver les malades qui sont là, les sauver de la folie, donc d'une maladie interne, et puis les sauver aussi de la malfaisance du régime de Vichy, qui va supprimer une partie des rations pour les malades, ce qui va aboutir pour une part dans tout le système psychiatrique français pendant la guerre à une surmortalité qu'on estime aux environs entre 40 000 et 50 000 personnes qui vont mourir dans des conditions abominables dans énormément d'hôpitaux psychiatriques. Et Tosquelles et Lucien Bonafé vont enrayer ces directives. Et par exemple, quand vous parliez des gens qui arrivent d'Alsace, ils ont une culture culinaire un petit peu différente, mais par exemple, pour arriver à manger, ils vont faire de la culture de choux et fabriquer de la choucroute. Et donc, il va y avoir, parce que ça se conserve pendant des mois et des mois dans des tonneaux, et donc, il va y avoir un pragmatisme qui va se mettre en place comme à Saint-Alban. Il y a une réflexion théorique, il n'y a plus de médicaments, les médicaments sont extrêmement contingentés, alors que ces médecins travaillent sur la parole, mais ils travaillent aussi avec des médicaments, et ils ont toute la panoplie des soins, et donc ils vont être obligés de mettre au point toute une série de méthodes pragmatiques comme ça, faire du tissage, avoir des liaisons avec les paysans et tout, pour tout simplement sauver, non pas simplement les âmes, mais sauver avant tout les corps. Et donc voilà, Paul Éluard va arriver dans ces conditions-là, dans cet univers-là, et c'est quelqu'un, Paul Éluard, et ça moi j'ai regardé en travaillant, par exemple j'ai pris la Pléiade signée Paul Éluard, le premier, il y a deux volumes, vous ouvrez la Pléiade à la première page, après la préface, le premier poème publié de Paul Éluard, ça s'appelle « Le fou parle ». Vous voyez, il y a quelque chose comme ça de l'ordre des rencontres. Et ensuite, Paul Éluard, avec André Breton, ils vont s'intéresser énormément, les surréalistes n'ont cessé de jouer avec l'expérience des limites. Il y a Rimbaud qui est là, qui est toujours derrière eux, il y a ce halo Rimbaud, et ils vont exercer sur eux les maladies mentales principales, Breton et Éluard, et ça donne un livre où il y a toute cette expérience des limites qui s'appelle l'Immaculée Conception, qui est un texte surréaliste essentiel sur cette manière d'apprivoiser et de se mettre en danger avec la folie. Et ensuite, Paul Éluard qui a des amours compliqués et qui sont des amours triangulaires. Il y a quelqu'un qui appartient au triangle qui s'appelle Max Ernst. Et Max Ernst, allemand, qui combattait pendant la guerre de 14 face à Paul Éluard qui était dans l'armée, c'était la folie du monde. Des poètes pouvaient tuer des poètes. En 14-18, il y en a un qui s'appelle Apollinaire qui en est un témoin.
Et Max Ernst, lui aussi s'intéresse à la folie, et il a un livre qui est un livre extrêmement rare à l'époque et qu'il offre à Éluard, qui est un livre sur les productions artistiques des malades mentaux, et ça a été fait par un psychiatre très important de l'ère allemande qui s'appelle Prinz Horn. Et donc il y a comment? Juste un mot pour dire qu'en ce moment, à la maison Victor Hugo à Paris, il y a une partie de la collection Prinz Horn. Et donc, Paul Éluard a une connaissance de toutes ces choses, et donc il va être dans l'hôpital de Saint-Alban avec ce bagage, avec cette traversée, et avec aussi Bonafé, qui est un praticien du surréalisme. Vous voyez toutes les rencontres qu'il y a dans cet endroit perdu de la Margerie dans l'Aubrac. Et moi, en lisant un petit peu, je suis tombé sur une information, mais que tout le monde peut avoir, c'est qu'il y a une jeune femme qui était d'Arras, dont le commerce des parents avait été arianisé et qui s'était planquée à Clermont-Ferrand, qui fait de la résistance avec sa prof de philo, qui s'appelle Dominique de Santi, et qui va passer par le réseau Louis Parrot quand elle est en danger, qui se retrouve à Saint-Alban et qui va devenir célèbre à la télévision sous son nom de Denise Glaser. Et donc, le livre, moi, ça a été cette rencontre-là de Denise Glaser et de Paul Éluard. Paul Éluard ne pouvait pas savoir ce qu'allait devenir Denise Glaser, il n'en parle absolument pas. Denise Glaser n'a rien laissé derrière elle. Et donc, j'avais toute liberté pour raconter la rencontre à l'hôpital psychiatrique de Paul Éluard et de Denise Glaser. Et Paul Éluard s'intéresse énormément aux productions des malades mentaux. Et à Saint-Alban, il y a tout un travail sur le théâtre, sur la poésie, l'écriture. Ça donnera Trait d'Union après-guerre. Et il y a aussi des sculpteurs, il y a des peintres, dont un sculpteur extraordinaire, qui s'appelle Forestier, que Bonafé, quand il était gamin, qui venait en vacances dans l'hôpital psychiatrique de son grand-père, a connu, et qui est toujours là, qui était un type qui avait une pathologie particulière, c'était un marcheur, un voyageur. C'était une pathologie qui est née avec l'invention des trains, c'est-à-dire des gens dans les villages qui voulaient aller voir le bout de la ligne, qui commençaient à marcher, ils faisaient 300, 400, 500 km, on les ramenait. Et donc Forestier était une de ces personnes qui voulait voir le bout de la ligne, et qui a été mis en hôpital psychiatrique pendant la guerre de 14 pour avoir fait dérailler un train à voie étroite, comme ça en mettant des cailloux. Et donc, Paul Éluard va tomber sur ce Forestier, va acquérir des œuvres, et ces œuvres, il va en offrir en revenant après-guerre à Pablo Picasso, à Dora Maar, à Raymond Queneau, un des fondateurs de la série noire chez Gallimard. Il va en offrir un petit peu partout, et Dubuffet, qui viendra chez Paul Éluard en 1945, tombera en pamoison devant les œuvres de Forestier, et ira à Saint-Alban, et ce sera un des points qui forgera dans l'esprit de Dubuffet le concept d'art brut. Donc on est vraiment dans toutes ces rencontres. Et juste pour terminer comme ça, Lucien Bonafé que j'ai rencontré à la fin de sa vie quand on menait des batailles pour faire débaptiser des rues en France qui portaient le nom d'un nazi, Alexis Carrel, partisan des chambres à gaz pour les malades mentaux quand même, dans un livre immonde qui s'appelle L'homme c'est inconnu, best-seller des années 50 et 60. Et bien, Lucien Bonafé, il a rejoint le maquis dont vous parliez, le Montmouchet, et les armes à la main, et comme nom, lui, le directeur de l'hôpital psychiatrique, comme nom de résistant, il a pris le nom de son patient, et il s'appelait Colonel Forestier. Oui, Bruno, je vous passe la parole pour citation d'Antonin Artaud. Il y a Forestier, il y a Denise Glaser, etc. Mais on voit bien quand même que le fil rouge parle immédiatement des relations qui existent ou que l'on présuppose exister entre le monde de la folie et le monde de la littérature, et en particulier de la poésie. Bien sûr, le suicidé de la société, son travail sur le monde invisible, la plongée dans l'irrationalité. Et je parle d'Artaud, mais on pourrait citer Gérard de Nerval,
au XIXe siècle. D'une certaine manière, l'expérience rimbauddienne, Desnos, le chantre du rêve éveillé, qui pratiquait l'hypnose, qui n'hésitait pas à utiliser des drogues pour pouvoir obtenir d'autres états de conscience ou d'inconscience, ou de surconscience ou de subconscience. Voilà. Plus proche de nous, mais même si c'est enraciné dans la même époque, Henri Michaud. Henri Michaud qui va explorer les espaces du dedans, lui le médecin, en utilisant la mescaline sous contrôle médical, mais essayant de repousser sans cesse les limites pour aller atteindre un au-delà et permettre d'explorer les espaces du dedans. Et puis on pourrait citer aussi des figures alors tout à fait enténébrées, moins connues, mais par exemple un poète dont je viens de rééditer un texte dans l'anthologie du Printemps des Poètes qui est consacré cette année au thème de l'ardeur. Je pense à Jean-Pierre Dupré. Jean-Pierre Dupré qui est un poète qui est né en 1930 à Rouen, qui était sculpteur, poète et que André Breton fait venir à Paris en 1948. Donc c'est un adolescent, il lui dit mais il faut que tu viennes à Paris et que tu plonges dans le surréalisme. Et en 1948, pour Breton, le surréalisme c'est encore un fait d'actualité, même si d'autres poètes, Hélène notamment, sont passés à autre chose. Et Jean-Pierre Dupré, c'est un poète qui va commettre un acte irréparable pendant la guerre d'Algérie en signe de protestation, résistance à l'oppression. Donc pour conclure cette intervention, je voudrais simplement essayer de dire ce qu'il y a dans la poésie qui permet de résister et de faire en sorte que les murs d'un hôpital psychiatrique ou d'une prison ou d'un goulag tout à coup se trouvent comme ça perforés, comme si des fenêtres étaient ouvertes. Parce que la poésie permet de le faire beaucoup mieux que le roman. Il faut imaginer, on disait tout à l'heure que l'histoire de la psychiatrie, elle a été écrite, elle n'a pas été écrite par les internés. Exception faite de ces fulgurances que sont les productions des poètes. C'est les seuls exemples possibles. La poésie permet de s'affranchir des lois de la psychologie, que le roman est obligé de se coltiner. Elle permet de s'affranchir aussi d'une continuité, d'un ancrage dans la durée. Elle peut procéder par éclairs successifs, comme un courant intermittent. Elle n'est pas en but à la construction narrative, et il y a en elle un inachèvement, une incomplétude qui rend nécessaire le regard d'autrui. Je veux dire par là que le poème est un langage qui fait entendre ce que les mots ne disent pas. C'est un langage suffisamment inachevé pour qu'il s'ouvre et s'offre à la nécessaire interprétation d'autrui. C'est exactement cela qui, je pense, fonde cette capacité de résistance du poème. C'est la raison pour laquelle on peut lire aujourd'hui des textes qui nous viennent de la plus haute antiquité. Sappho de Méthylène, vous voyez, c'est très loin de nous, et pourtant c'est extrêmement contemporain. Et ce ne sont que des fragments dont une partie d'ailleurs a été perdue. Voilà, donc je crois qu'il y a là quelque chose qui témoigne de cette capacité de résistance par le poème. C'est ce qui nous conduit directement à l'expérience de l'écriture telle qu'Éluard l'a raconté dans Souvenir de la Maison des Fous. Merci. Et pour revenir donc à ce qui se... Je crois que ce qui est vraiment important chez Toscaïès, comme ensuite chez d'autres, je pense au travail de Basalia en Italie, à Trieste, c'est justement de ne pas de prendre au sérieux la parole des internés.
et qu'il n'y a pas cette hiérarchie et je pense que c'est juste une sorte de, disons, d'effet de discours là cet après-midi, mais il n'y a pas d'un côté les artistes et de l'autre parce que en fait si on prête attention, il y a beaucoup d'écrits, il y a beaucoup de traces des personnes qui ont été hospitalisées. Simplement, pourquoi là, à un moment donné, on se dit tiens, Saint-Alban, c'est intéressant parce que il y a des figures célèbres qui passent et qui témoignent, qui se font le relais. Je pense à effectivement ces poèmes sur ces folles. Je pense à Géricault le peintre qui va soudain à la Salpêtrière et tombe devant la monomaniaque du vol. Et c'est ça qui me semble important. Et dans votre livre, c'est ça qui me semble important. C'est pas tant que les poètes sont célèbres et que ça, moi, ça m'a autant vous dire que, enfin, je trouve même qu'il y aurait il y a quelque chose d'assez même. Le portrait du poète en fou, c'est quelque chose d'insupportable. Parce que la maladie mentale, c'est quelque chose la souffrance psychique, ça existe, quoi. Ce n'est pas, encore une fois, une forme de romantisme. C'est pour ça que on peut dire aussi, et c'est pas très grave, que des Bretons, que les surréalistes ont été dans un moment historique où au fond ils sont accaparés de la folie. Et on peut les admirer, mais en même temps politiquement, c'est pas terrible. Franchement, ça n'a rien de terrible à mes yeux. Enfin, ça n'a rien de terrible. Je trouve pas ça franchement. Alors que précisément ces gens comme Toscaïès ou comme d'autres ont généré quelque chose de l'ordre de l'attention, et peut-être que s'il y a un lien entre effectivement un certain nombre de poètes et un certain nombre de patients, c'est peut-être un certain rapport au monde et peut-être attention au monde, mais ce n'est à mon avis pas du tout comment dire, il n'y a pas une esthétique de la folie. Enfin, c'est insupportable de parler d'une esthétique de la folie. Politiquement, ça me paraît voilà, il suffit de rentrer 5 minutes dans un hôpital aujourd'hui pour comprendre qu'il n'y a pas d'esthétique de la folie. Il n'y a que de la souffrance. C'est pour ça que c'est très très important que les personnes qui se retrouvent à porter ces témoignages sur la folie, Breton, Paul-Éluard, Aragon aussi, avec ce qui arrive autour de Défense de l'infini, ils soient passés par le pire moment de folie du monde. Ce sont des gens qui étaient au milieu des charniers pendant la guerre de 14. Et on a des textes de Breton, justement, où ce qu'il est en train de voir, c'est-à-dire les amas de cadavres, les corps dispersés, à un certain moment, pendant la guerre de 14, c'est des gens qui sont véritablement au bord du précipice. C'est-à-dire que la folie n'est pas quelque chose qu'ils expérimentent ex nihilo comme ça, d'un point de vue esthétique, c'est qu'ils sont confrontés à ça, c'est-à-dire à la destruction du monde, et le surréalisme, le dadaïsme et le surréalisme sont des réponses et des espèces de moyens aussi de survivre à la guerre à cette guerre de 14. Et donc ensuite, le poème Le Fou parle, le premier poème publié par Paul-Éluard, c'est pendant la guerre de 14. C'est pendant la guerre de 14. Et donc il y a ça. Et après, pendant la guerre de 39-45, il y a le fait que les circonstances les plongent dans un autre endroit de folie dont on s'en rend compte. Et donc je suis complètement d'accord avec vous, c'est-à-dire que j'y vois pas du tout, de la part de tous les gens qu'on cite, véritablement une fascination esthétique pour la folie et pour les marges de la pensée.
Oui, vous avez parfaitement raison, Philippe, l'idée de rappeler ça. Et moi, je citerai Jean-Henri. Jean-Henri a bien rappelé et bien martelé. C'est pas une position esthétisante. Là, la poésie, c'est la langue des schizophrènes. C'est comment on est dans l'univers de la psychose, on est dans cet univers-là. Peut-être que cette parole-là porte quelque chose de l'être au monde du psychotique. Et c'est ça que Tosquelles et à la suite des gens comme Houry, etc., ont travaillé aussi, mais c'est pas dans le but de créer du beau, du joli, du mignon, du divertissement, etc. Et je pense qu'effectivement, vous avez raison. Je pense que quelque chose comme l'art-thérapie aurait fait rigoler Tosquelles. C'est pas, on vient pas planter, on ne va pas faire du beau. La maladie mentale, effectivement, ça existe. Et là, effectivement, on n'est pas dans le cadre de l'antipsychiatrie qui va dire que la clinique n'existe pas, etc. Et pour certains, c'est un enfer intérieur. Dans un asile, on peut y trouver des tas de choses qui ne sont pas vraiment poétiques. Et là, je voudrais revenir sur effectivement ce quotidien de ravitaillement. Et c'est à partir de ces questions concrètes, c'est comment on s'y prend. On va cueillir des champignons, Tosquelles explique. Il va faire une exposition sur les champignons parce qu'on se dit, mais enfin les dingues, ils vont pas aller ramasser des champignons, ils vont tous nous empoisonner. Mais pas du tout. On fait une exposition, on essaie de reconnaître les champignons et on va cueillir les champignons, mais c'est pour les manger, c'est pas pour faire beau dans une vitrine. Donc, et l'axiome qui a été travaillé et que d'autres ont repris, je cite Houry, et Houry c'est le fondateur de l'Aborde après la guerre, c'est cet axiome, soigner l'hôpital pour soigner les malades. C'est ce dispositif qui est mis en place et je vais vous redonner la parole, Philippe, pour resituer ce courant de la psychothérapie accessionnelle, les principes qui ont été travaillés. Alors, il ne me reste pas beaucoup de temps, mais je fais confiance à votre esprit de synthèse pour planter ce décor-là, parce que c'est vraiment quelque chose qui s'est inventé là. Saint-Alban, vous l'avez dit, c'était un lieu de résistance aussi, avec un grand frère, puisque les maquisards étaient là aussi, mais c'est un lieu de création et d'invention d'un courant qui est encore, qui irrigue encore certaines pratiques. Donc je vous recède la parole, Philippe. Oui, merci très rapidement parce qu'il a été question de médicaments, mais il faut pas oublier que le grand tournant de l'histoire de la psychiatrie, c'est l'arrivée des médicaments qui vient plus tard. Qui vient dans les années 50 et début des années 60 et duquel nous ne sommes pas sortis. Donc c'est un moment où il y a à la fois pénurie alimentaire, il y a cette situation où au fond on n'a que des bras et des esprits et ces communautés qui se côtoient. Je le dirais en deux mots, c'est-à-dire que c'est pas Tosquelles génial, c'est pas Houry génial, c'est simplement à un moment donné des circonstances historiques qui font que se produit quelque chose. Et je crois que vous avez eu raison d'insister sur cette notion de rencontre, plus que de Bonafé, il a fait ci, il a fait ça, parce que tous ces personnages-là, ils sont pris dans leur propre contradiction, parce qu'on peut dire aussi que Bonafé a eu la plus belle collection d'art brut, et que Dubuffet, d'une certaine manière, avec l'art brut, il a redoublé l'isolement des internés. Donc je crois que ce qui est important, c'est d'historiciser ça, et que ce qui se passe, encore une fois, je reprends ce que je disais, ça commence à Saint-Alban, parce que ça commence dans une situation extrême, qui est une situation de conflit et de pénurie, et d'extrême, par ailleurs, d'extrême danger. Il ne faut pas oublier que quand même ce fameux maquis Douché, il a été le lieu d'un énorme massacre de résistants. Enfin, c'est un maquis qui est tombé. C'est pas un maquis victorieux, c'est un maquis qui est tombé. Et Saint-Alban, aussi héroïque soit-il, il y a eu des morts, il n'a pas réussi à sauver tout le monde, et voilà. Donc à partir de là,
Le projet, c'est comment une communauté se constitue. Et c'est bien ça qui fait que, vous l'avez dit, en fait, la communauté, c'est celle du village. Donc on est bien obligé d'ouvrir les portes, on est bien obligé de faire en sorte que, de penser aussi des moments festifs, ces fameuses fêtes, carnaval, tout ce travail relationnel extrêmement fort, où avec des termes qui peuvent nous paraître aussi aujourd'hui un peu étranges, humaniser l'hôpital. Qu'est-ce que ça veut dire, surtout quand après on va avoir tout un discours dans les années 60 où précisément que ce soit le discours d'Erving Goffman aux États-Unis, que ce soit le discours de Foucault en France, que ce soit le discours de Basaglia en Italie ou de Fanon en Algérie, c'est quand même l'institution psychiatrique, c'est une institution totale, c'est une institution répressive. Donc il y a chez Toscaïès cette idée assez, je dirais, forte et en même temps un peu à contre-courant aussi, de se dire c'est l'institution qu'il faut changer et c'est pas il ne faut pas abattre l'institution. Ce qui est encore une fois ne va pas de soi et ne va pas de soi aujourd'hui. Et je ne suis pas sûr, d'ailleurs, je pense que c'est important que qu'on ait localisé aussi ce débat à un moment donné de notre histoire. Et je suis pas, d'ailleurs, la psychothérapie institutionnelle aujourd'hui, franchement, elle est dans une minorité absolue, quoi. Hein, et c'est même plus à Saint-Alban et la Borde, ça a eu sa grandeur de gloire. On peut aussi dire beaucoup de choses sur la Borde. Hein. Je crois que ce qui est vraiment important, c'est de montrer qu'à un moment donné, ces lieux-là, en tout cas, moi je dirais plutôt, je trouve que c'est très différent l'espace concentrationnaire. Là encore, je pense que contentons-nous de parler de l'asile et de l'hôpital psychiatrique. Ce lieu-là et ces lieux-là, parfois, ils ont été des lieux de lutte locale extrêmement fortes qui ont permis des avancées. Parce que ce qu'on oublie aussi, c'est que immédiatement après la guerre, il y a une loi qui se mettra en place très tardivement, puisqu'elle se met en place au début seulement des années 70, c'est la loi de la sectorisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit non, on ne peut plus avoir seulement des institutions, il faut que la psychiatrie elle soit de ville. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très, très important. Et aujourd'hui, on est précisément dans une sectorisation qui n'a plus de professionnels en ville. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de villes en France. Je pense à une ville comme Cherbourg, il n'y a pas un psychiatre de ville. Donc ça veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que nos démocraties dites démocraties sanitaires où en fait on ne peut plus accéder à un psychiatre. On est obligé de retourner à des institutions. Des institutions qui sont évidemment immédiatement beaucoup plus, on le sait, rigides et aussi extrêmement dures. C'est pas la même chose d'aller chez un médecin ou d'aller à l'hôpital. Voilà, je voulais finir par ça parce que ça me paraît important aussi de dire oui, il y a eu ce moment-là, mais on en est loin. Ça ne veut pas dire que il faut retourner en arrière, ça veut dire aussi que peut-être que justement, et moi c'est pour ça que je suis venu cet après-midi, ça me semble important de se dire que oui, c'est une vraie question qui n'est pas résolue et qui est au cœur de nos, je crois, qui doit être au cœur de nos combats, et pas des résistances comme mémoire, mais des résistances plutôt comme programme. À un moment, je mets en scène Paul-et-Loire, il y a plein de neige comme ça, et il y a une petite gamine qui est en train de construire un bonhomme de neige, et il va l'aider à terminer le bonhomme de neige. Et cette petite fille, c'est la fille de Lucien Bonafé, le directeur. Et quand j'écris ça, je ne me pose pas la question, est-ce qu'elle vit toujours et tout. Pour moi, c'était très très loin comme ça. Et à la sortie du livre, il s'avère qu'elle connaissait Bruno Doucet,
qui ignorait qu'elle était la fille de Lucien Bonafé, donc, qui était dans le livre. Et comme il se connaissait, elle m'a envoyé un petit mot après avoir lu le livre. Et ce petit mot, c'est une vieille dame, elle a plus de 80 ans et elle résiste dans le quotidien, véritablement. Elle s'appelle Marie Bonafé. Et elle m'a envoyé un petit mot, elle dit « Merci monsieur d'avoir raconté mes souvenirs d'enfance ». Et donc il y a eu ça d'un seul coup, cette rencontre. Et je l'ai rencontrée physiquement avec Bruno à la Maison de la Poésie où on avait fait une rencontre autour du livre. Et elle est arrivée, elle avait une couverture sous le bras avec quelque chose. Donc j'ai fait sa connaissance. Et elle a mis cet objet qui était recouvert. Et elle a enlevé la couverture et c'était une bête du Gévaudan, une sculpture de Forestier que Forestier lui avait offert pour son anniversaire. Et le premier débat qu'on avait fait, c'était devant un morceau de Saint-Alban qui était là. Et Marie Bonafé, elle pourrait être ici, c'est elle qui a écrit dans les années 70 le premier livre fondamental pour la défense, la découverte du livre de jeunesse. Et elle s'est battue fortement, elle est psychanalyste, et donc elle a écrit un des premiers livres comme ça pour que le livre de jeunesse soit pris véritablement au sérieux, et elle se bat toujours aujourd'hui avec des associations sur ces questions de psychiatrie, sur la préservation de la politique du secteur et tout, donc la continuité est là. Saint-Alban, c'est un lieu d'enfermement psychiatrique, mais c'est une folie qui, du moins pour des gens comme Éluard ou Denise Glaser, a protégé de la folie qui s'est emparée du monde, hein, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Donc ça, c'est le premier paradoxe. Le second, c'est un lieu où on crève de faim. Je crois que tu dis à un moment donné dans le roman qu'ils vont jusqu'à manger parfois leur... Ouais. Bon, enfin, c'est quand même un lieu où l'on meurt de faim dans ces conditions dramatiques de la guerre, mais où on arrive à faire naître une faim et une soif de création artistique. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant à souligner. Et puis enfin, c'est aussi un lieu de fin de vie, parce que bon nombre d'internés sont morts et étaient enterrés même sans qu'il y ait de nom sur leur tombe. Donc c'est un lieu de fin de vie et d'oubli, et c'est en même temps de ce lieu qu'est né un certain nombre de ferments d'avenir, voilà, au moins dans le domaine de la psychiatrie institutionnelle. Oui, je pense qu'on pourrait continuer des heures sur Saint-Alban, sur tout ce que Saint-Alban a fait naître, mais je crois qu'effectivement, retenir que c'est un lieu unique, un lieu effectivement s'est rassemblé par des circonstances extraordinaires. Et effectivement, ça ne se réduit pas à des médecins, etc. C'est tout un collectif qui s'est construit à Saint-Alban. On ne l'appelait peut-être pas collectif comme ça, c'est Houry qui parle beaucoup de collectif. Mais c'est vraiment des gens qui ont construit ensemble, voilà, quelque chose qui a résisté. Et qui a résisté, effectivement, à des conditions extrêmes. Il s'est inventé là quelque chose qui ne se duplique pas, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est pas un mythe. C'est pas. Il y a des accents épiques toutefois, mais voilà, c'est. Il était une fois Saint-Alban. Et je voudrais finir sur cette histoire-là qui est sans doute à écrire, mais pour prolonger dans l'avenir et interroger effectivement. Vous avez parlé des conditions, Philippe, aujourd'hui, auxquelles peuvent être confrontés les malades mentaux. C'est la misère de la psychiatrie actuellement. Les fous, ils sont ou dehors, ou dans les rues, ou dans les prisons. Ou on les renvoie chez eux, etc. Donc je crois qu'il y aurait vraiment encore beaucoup de choses à dire. Bruno, je voudrais vous demander, on finit par une petite lecture, ça prend pas longtemps, mais terminer par la lecture du Cimetière des Fous. Entre deux vagues de ciel noir,
Ce cimetière archipel de mémoire vit de vents fous et d'esprits en ruine. 300 tombeaux réglés de terre nue pour 300 morts masqués de terre, des croix sans nom encore du mystère, la terre éteinte et l'homme disparu. Les inconnus sont sortis de prison, coiffés d'absence et déchaussés, n'ayant plus rien à espérer. Les inconnus sont morts dans la prison. Leur cimetière est un lieu sans raison. Merci d'avoir assisté à ce débat. Est-ce qu'il y a quelques questions?